Je vais commencer notre septième séance. Septième séance. Sur les 10 qui sont prévus. La dernière étant au mois de mai. Je ne sais plus aux gens exactement, mais au mois de mai. Donc, nous sommes toujours dans le séminaire Les psychoses de Jacques Lacan. Et nous sommes au chapitre 7. Il me semble que c'est le chapitre 7. Peu importe. En tout cas, c'est un chapitre qui s'appelle La phrase symbolique. C'est son titre, La phrase symbolique. La phrase symbolique. On dit, ce chapitre, en fait, témoigne du fait, chez Lacan, que le symbolique, c'est-à-dire l'ordre des symboles, l'ordre infini des symboles, pardon? Plus fort. Plus fort? Plus fort ou moins fort? Là, ça marche comme ça? Si ça marche pas, je ne sais pas. Sinon, je peux prendre le micro portable, peut-être. Hein. Vous m'entendez pas? Non. Ah oui, je sais que ça grésille, oui. Je vais prendre le micro portable, alors. Bizarre, ouais. Non. Pourtant, ça marche. Hein. Ouais. Allô, allô? Vous m'entendez mieux comme ça? Oui. Bon, bah écoutez, je vais faire avec ça. C'est pas très commode, mais enfin bon. Donc, la phrase symbolique, oui, témoigne de ceci, que ce que Lacan appelle l'ordre symbolique, c'est-à-dire l'ordre universel et infini des symboles, est toujours là. Il y a un phrasé de cet ordre symbolique qui court toujours, quel que soit votre étant, quel que soit votre être et vos éventuelles pathologies psychotiques ou névrotiques. Eh bien, la phrase symbolique, elle est toujours présente. Elle est toujours présente. Après, il y a diverses modalités pour la retrouver, pour la recouvrer, sous la forme de la remémoration ou de la réminiscence, ce qui n'est pas la même chose, ou du souvenir, ce qui est encore autre chose. Hein. Et ça, ce sont des distinctions qui sont apportées par Lacan dans ce chapitre-là. Il insiste beaucoup là-dessus. Déjà, Freud avait travaillé sur ces thèmes-là de souvenir, de la remémoration et de la réminiscence. Donc, en ce qui concerne du cas, alors il dit ceci, Lacan, entrons ensemble dans le texte de Schreber, car le cas Schreber, c'est le texte de Schreber. Ben oui, évidemment. Hein. Le cas Schreber, c'est ce qu'il a écrit. C'est son bouquin, qui s'appelle Mémoire d'un névropathe. Parce que pour le reste, eh bien, on n'en sait pas grand-chose. Quoi. Hein. C'est son témoignage qui compte finalement, puisque tous les gens qui ont écrit sur Schreber, ils ont écrit sur les Mémoires des névropathes, sur son témoignage, parfois délirant, parfois non. Hein, c'est une œuvre intéressante, hein, littéraire, très bien écrite, etc. Schreber était un homme intelligent, très intelligent même, hein, mais souffrant, douloureux. Hein. On peut avoir une certaine pitié pour lui, de l'empathie, je dirais plutôt de l'empathie, parce que il a eu une existence difficile quand même, hein, le pauvre Schreber. Hein. Il a été malade à partir de 1880 et il a eu des internements pratiquement tout le temps jusqu'à sa mort en 1911. En 1911. Donc quand même, ça fait beaucoup de temps dans les asiles d'aliénés de l'époque, quoi. Hein. Et il était la plupart du temps quand même dans des cellules fermées, hein, ce qu'on appelait les cellules d'aliénés. C'est-à-dire qu'il pouvait rien emporter avec lui, mais il se débrouillait toujours pour emporter une petite boîte, on lui laissait sans doute faire ça, une petite boîte avec dedans un crayon et des petits bouts de papier, et sur lesquels il écrivait ce qu'il appelait ses études, à partir desquelles il a fait son écrit majeur, c'est-à-dire Mémoire d'un névropathe. Mais il avait trouvé la clé un petit peu de la sortie. Il sortait quand même de manière régulière de son internement grâce à ses écrits, parce qu'il avait séduit, je dirais entre guillemets, tout un tas de gens qui étaient quand même assez émerveillés par son intelligence. Même si ses écrits étaient délirants, c'était une œuvre romanesque d'une certaine façon, hein, romanesque, triste aussi, triste, hein. Parce que le cœur de l'œuvre de Schreber, Mémoire d'un névropathe, ce sont quand même les âmes. Et les âmes, pour lui, ça n'a pas une connotation heureuse, hein. Ça a une connotation morbide. Ce sont des êtres morts, les âmes, hein, pour Schreber. Ce sont des êtres morts et qui ont une relation avec Dieu. Et ces êtres morts, ben, il y a des bons et des mauvais. Il y a des bonnes âmes et des mauvaises âmes. Et les mauvaises âmes
dont Fléchy, son médecin, faisait partie, était ce qu'il appelle examiné par Dieu. Dieu les soupesait un petit peu, si vous voulez, les mauvaises âmes, pour voir si on pouvait faire quelque chose avec ou pas, si on pouvait leur accorder un pardon ou pas, quoi. Hein. Voilà. Et il y avait une espèce de dialogue comme ça constant entre Schreber et Dieu. Alors, Lacan nous rappelle que Schreber, eh bien, il le considère comme une pathologie narcissique. Alors là, il faut comprendre ça, ce que ça veut dire chez Freud, c'est pas évident. Freud disait, Schreber souffrait d'une pathologie narcissique. Alors, il est simple de dire évidemment que c'était une pathologie qui était de l'ordre d'un retour sur soi-même, etc. D'accord, mais enfin, c'est un petit peu plus compliqué que ça quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il faut, pour comprendre un petit peu ce que voulait dire Freud par là, il faut reprendre un petit peu le concept de libido, qui est un concept fort complexe dans la psychanalyse, mais bon, moi, je vais vous en faire une espèce de digest un petit peu, voilà, correct, mais pas sans expansion inutile. Le terme libido, c'est un terme latin. Alors, son avantage d'être un terme latin, c'est que c'est un terme universel. Il peut être employé dans tous les pays, il n'a pas besoin d'être traduit. Il n'a pas besoin d'être traduit. Et en France, on dit aussi la libido, hein, la libido. Alors, c'est vrai que pour beaucoup de gens, pour beaucoup de gens, ça concerne la sexualité dans son ensemble. Pas pour tout le monde, hein, mais pour beaucoup de gens, ça peut concerner tous les aspects de la sexualité. Tous les aspects de la sexualité. Voilà. Alors que pour Freud, c'est un petit peu différent. Pour Freud, c'est une causalité psychique. C'est une causalité psychique, c'est un affect, si vous voulez, un affect, un ressenti d'une certaine façon, un ressenti, un vouloir, un désir affecté, de nature sexuelle, mais pas seulement. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une énergie. Voilà, pour Freud, c'est une énergie du côté d'un vouloir, employé ici comme transitif, si vous voulez, d'un vouloir, d'un désir, et que ce désir, cette énergie-là, elle s'attache à des objets. On peut pas tellement réfuter ça, hein, parce que la libido qui est là, elle va aller se poser sur des objets. C'est tout à fait normal. Nous avons des choix libidinaux, nous, d'objets. Nous choisissons nos objets libidinaux, les objets de nos désirs. Nous en faisons le choix. Hein. Donc nous posons notre énergie libidinale sur divers objets, objets au pluriel, sur divers objets. Mais il arrive que chez les psychotiques notamment, et c'est ce qui s'est passé pour Schreber, eh bien, alors on va mettre ça comme ça, on va simplifier, on va mettre objet et libido attachés. Voilà, comme ça. L'objet plus la libido, ça fait une espèce d'unité, comme ça. Mais il se passe ceci, que la libido peut se détacher de l'objet, se détache, il y a un détachement, la libido s'en va, quitte l'objet, et l'objet est seul. L'objet est seul, il n'est plus affecté, hein, de quelque chose qui voudrait qu'on le désire, par exemple, hein, ou qu'on en voudrait de cet objet-là. Il n'est plus affecté. Et qu'est-ce qui se passe avec cette libido qui est libre? Eh bien, cette libido qui est libre, elle peut se retourner vers le sujet. Elle peut se retourner vers le sujet. Et le narcissisme freudien, c'est ça. Ça, c'est le narcissisme freudien. Vous voyez, je vous l'ai simplifié à l'extrême, mais c'est pas faux, hein, c'est ça. Le narcissisme freudien, c'est le retour de la libido libre sur le sujet lui-même, hein, sur le sujet lui-même. Et donc, le sujet, alors il y a ce que Lacan appelle une c'est pas difficile, c'est pas facile à dire, hein, désobjective, oh, j'y arrive pas. Si quelqu'un y arrive, dites-le, désobjective, j'y arriverai pas. J'ai et c'est ça, l'objet n'est plus affecté de la libido, quoi. Hein, il est désobjectivalisé. J'ai réussi à le dire une fois. Voilà. Peut-être qu'il vaut mieux que je l'écrive quand même.
Totalisation. Voilà, ça va mieux en l'écrivant quand même. Hein. L'objet est désobjecté. Enfin bref. L'objet est départi de son affect libidinal, il se retrouve isolé. Oui, pardon. Il se retrouve seul. Et donc, la libido, il faut bien qu'elle aille quelque part. Et donc, elle revient vers le sujet lui-même dans un mouvement éminemment narcissique. Et le sujet lui-même devient objet. C'est-à-dire que, ici, le sujet plus la libido, eh ben, ça devient un objet. C'est-à-dire que le sujet psychotique devient un objet pour lui-même. Ce qui n'est pas terrible, hein, parce que c'est extrêmement appauvrissant. Et puis, ça le met en situation très délicate. Pourquoi? Ça le met en situation très délicate parce que les objets ici, les objets qui ne sont plus pourvus de la libido, à laquelle il n'y a plus d'affect libidinaux attachés, vont venir assaillir le sujet. Sous la forme d'objets multiples, je mets des petits hauts comme ça pour marquer le fait qu'il est entouré d'un nuage, d'une nébuleuse, de petits objets, des ovnis d'une certaine façon, hein, qui ne sont plus identifiables puisqu'il n'y a plus d'affect libidinaux qui leur soient accrochés. Donc d'une certaine façon, le désir n'y étant plus affecté, ils ne sont plus nommés. D'une certaine façon, ils ne sont plus nommés, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est puisqu'on ne les désire plus. Donc ils viennent entourer le sujet psychotique sous quelle forme? Ben, sous la forme d'hallucination. Sous la forme d'hallucination. Pourquoi d'hallucination? Parce que le sujet ne les reconnaît pas, puisque le sujet a retiré son désir de ces objets-là. Il a enlevé toute propension à être désiré par lui. Donc il les reconnaît pas, ça lui appartient pas, il en veut pas, mais ça n'empêche que ça lui revient dans la gueule, ça revient, comme disait Lacan, ça vient du réel, et puis il en est noyé, entouré, etc. Hein, et donc il en est angoissé et halluciné. Vous voyez, c'est pas. Là, je vous ai fait quand même un truc très schématique, mais qui n'est pas faux, hein, qui ne maltraite pas la théorie freudienne, hein, pas du tout. Hein. C'est ça dans son noyau, si vous voulez, dans son plus élémentaire, c'est ça. Hein. C'est l'environnement hostile des objets. Alors Lacan dit ceci, il dit oui, mais tous ces objets-là qui reviennent sous la forme d'hallucination, c'est quand même une certaine forme de protection pour le psychotique. Ça crée une espèce de nébuleuse qui le protège un petit peu de l'environnement. Oui. Oui, oui. Bien sûr, oui. Il peut y avoir toute forme d'hallucination, hein. Qu'elle soit auditive, tactile, ou autre, peu importe. C'est toute forme d'hallucination. Chez Schreiber, c'est plutôt des hallucinations auditives, hein, verbales, comme dit Lacan, hein, des hallucinations verbales. Chez Schreiber, surtout. C'est-à-dire qu'il a un dialogue avec Dieu et avec les âmes. Avec Dieu et avec les âmes. Donc il est très tourmenté, ce pauvre Schreiber, par tous ces objets qui l'environnent, là. Et ce sont pour lui en plus, ce sont pour lui des objets morts, hein. Pour lui, Schreiber, hein, ce sont des objets morts qu'il appelle les âmes. Et dans lesquels il y a Flechsig. Ce pauvre Flechsig, il est malheureusement là-dedans. Flechsig, son médecin, celui qu'il a vu le plus, mais il n'a pas vu que Flechsig. Hein. Je vous ai dit qu'entre 1880 et 1911, alors quand Lacan a écrit il n'a pas écrit, mais quand Lacan a tenu ce séminaire-là, Lacan ne savait pas que Schreiber était mort en 1911, ni où il était mort. Il ne le savait pas. Hein. Et d'ailleurs, il le dit dans le chapitre 1, il dit c'est quand même embêtant, on peut même pas savoir ou quand il est mort, ni où. Eh ben maintenant, on le sait. Il est mort, en fait, en 1911, et il est mort dans une ville d'Allemagne qui s'appelle Rosen. Rosen. Voilà. Il est mort là, ce pauvre Schreiber, où il a été enterré. Et il était encore interné, hein, malheureusement, le pauvre. Il était encore interné. Bah, il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de neuroleptique, il n'y avait pas de médicaments hein, pour traiter ça. Hein. Donc, il recevait de la morphine, des trucs comme ça, mais c'était pas adapté contre les délires. Ça faisait que l'endormir, mais il n'y avait pas, si vous voulez, quelque chose qui pouvait atténuer son activité délirante. Rien du tout. Donc, forcément, il rechutait. Il a eu des périodes assez longues de bonne santé, si je puis dire. Hein. Je crois qu'il a été interné une première fois en 1880 jusqu'en 82,
et que là, il a eu quand même 8 années de répit. 8 années de répit jusqu'en 90, 1890. Mais après, ça a été crise sur crise sur crise, internement sur internement sur internement, etc. Donc c'était un malheureux quand même, Schreiber. Hein. Comme je disais tout à l'heure, on peut avoir de l'empathie pour lui, de la sympathie même, parce que c'était sûrement un homme intéressant, très intelligent, et puis qui s'est beaucoup défendu contre sa propre folie en écrivant. Hein, parce qu'il avait du mal à supporter l'enfermement, ce qu'on peut comprendre, parce que les cellules d'aliénés de l'époque, ça devait pas être très marrant quand même. Hein. Voilà. Alors, oui, alors, Freud avait appelé aussi la pathologie narcissique une neuropsychose de défense. Peu importe qu'il l'ait appelé comme ça, hein, une neuropsychose de défense, ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que cette espèce de nébuleuse d'objets là, sans affectation, qui ne sont plus tagués, d'une certaine façon, on pourrait dire ça, hein, qui ne sont plus tagués, eh bien, lui servent un peu de défense quand même contre un environnement hostile. Parce que je vous l'ai déjà dit, mais pour Schreiber, l'environnement était structurellement hostile, tout le temps, pour lui, hein, tout le temps. Il n'y avait pas que Fléchy qui était hostile. Mais on peut le comprendre puisqu'il est enfermé tout le temps dans des endroits où il n'était pas content d'être enfermé, évidemment. Hein. Parce que les cellules, je vous dis, c'était pas marrant, quoi, hein, quand même. Donc, il dit, alors, il parle des textes de Freud, il dit, parfois rien n'est raconté, c'est une pierre d'attente, oui, c'est ça. Il parle des malades, des gens qui sont malades et qui ont des délires, par exemple, ou bien des névroses, et il dit, Lacan, que, eh bien, souvent, on n'a pas de récit. On n'a pas forcément un récit de ces gens qui sont troublés par une névrose ou par une psychose. Mais il dit, c'est quand même intéressant, même quand c'est pas raconté, il appelle ça une pierre d'attente. C'est joli, hein, comme terme, une pierre d'attente. Une pierre, hein, comme la pierre, une pierre d'attente, un petit peu comme les cailloux blancs du Petit Poucet, quoi, si vous voulez. Hein, une pierre d'attente. C'est-à-dire qu'il faut pas s'énerver, hein, faut pas s'énerver. S'il y a des petits cailloux blancs, ben on en trouvera un autre qui nous donnera un chemin sémantique, un chemin syntaxique pour arriver à comprendre un petit peu seulement, la maladie de quelqu'un. Hein, voilà, une pierre d'attente. Donc, faut pas se précipiter sur les interprétations et sur des diagnostics trop rapides. Il faut être prudent. C'est ce qui a manqué à Freud à certaines époques. Hein. Je vous en parlerai tout à l'heure. Freud s'est parfois précipité sur des diagnostics qui se sont avérés par la suite inexacts. Enfin bon, ça c'est encore une autre histoire. Donc il dit, Lacan, tous les textes de Freud sont problématiques. Voilà, parce qu'il y a des pierres d'attente tout le temps, quoi. Hein. Et en cherchant les traces des événements oubliés, on les retrouve nichés là où on ne les attendait pas. Et il dit, Lacan, ceci, qui est très important, ce n'est pas que chronologique, c'est aussi topique. Alors voilà, je vais vous expliquer ce que ça veut dire, ça. C'est aussi topique. Parce que si on prend la chronologie, peut-être que j'efface un peu plus parce que ça va prendre de la place, si on prend la chronologie chez Freud, si on en fait une chronologie un peu hâtive comme ça, un peu schématique, hein, c'est ce qu'on fait à chaque fois parce qu'on n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails et puis c'est pas forcément indispensable de rentrer dans les détails. C'est pas forcément crucial. Donc, chez Freud, chronologiquement, chronologie de la pensée freudienne, si vous voulez. Au départ, qu'est-ce qu'il y a eu la première chose chez Freud? Ça a été qu'il a essayé l'hypnose. Il a essayé l'hypnose. Il a essayé l'électricité. Il a essayé les massages. Il a essayé la parole aussi, dès le début. Il a essayé tout un tas de trucs comme ça, tout un tas de bidouillages. Il touchait ses malades, etc. Il les violait pas, hein. Il les violait pas, je tiens à le préciser. Non, non. Et puis, justement, l'hypnose et tous ces trucs-là, eh bien, il y a un jour, il appelait ça sa neurotica. Freud appelait tout ça sa neurotica. Parce que après, il est passé à un autre truc qui s'appelait la théorie de la séduction. Je vais vous en dire deux mots. Théorie de la séduction. Et c'est cet ensemble-là qu'il appelait sa neurotica. Tout ça. L'hypnose, les massages, tout ce que vous voulez. Et la théorie de la séduction, pour lui, c'était sa neurotica. Et sa neurotica, en 1897, il est né en 1856, Freud, hein, et en 1897, il a flippé. Il a eu un coup de blues monumental, et il a dit tout ça c'est de la connerie.
Mais l'hypnose, ça sert à rien, ça ne marche pas. On a des résultats pendant quelques jours, quelques semaines, et puis ça s'effondre. Ça ne tient pas, c'est nul, c'est consternant. Enfin, il est consterné par ça. Et puis la théorie de la séduction, je vais vous en dire deux mots. Il l'a abandonné aussi. Il a dit ça ne marche pas non plus. Et quand il a abandonné cette théorie-là, il a vraiment eu un coup de grisou, quoi, très fort. Et il a écrit une lettre que j'ai là. Il a écrit une lettre à son copain Fliss. Alors Fliss, c'était un non, c'était pas un neurochirurgien, c'était un chirurgien ORL de son époque, un contemporain de Freud, Wilhelm Fliss, F-L-I-E-2-S. C'était aussi un Autrichien comme Freud. Ils étaient copains. Après, ils n'étaient pas copains à la fin de la vie. Hein. Alors plus du tout. Hein. Mais au début, oui, ils étaient très copains, au point que Freud faisait une confiance totale en Fliss. Ce en quoi il avait grand tort, parce que Fliss était un gros nul. Hein. C'était un lamentable chirurgien qui avait des idées de cinglé, quoi. C'était un taré, quoi, on peut dire le mot, quoi, hein, Wilhelm Fliss. Hein. Donc, il avait comme théorie principale sur l'hystérie qu'il y avait un lien entre les organes sexuels féminins et puis le cornet postérieur du nez. Je ne sais pas si vous voyez un peu la théorie. Il faut quand même le faire. Hein. Il appelait ça un lien réflexe entre les cornets postérieurs du nez et puis les organes sexuels féminins. Alors quand même, hein, bon, il faut pas être surdoué quand même. Et donc, Freud a acquiescé à ça. Enfin, Freud était un peu dubitatif. Il était un peu perplexe. Mais il disait à sa fils, si c'est toi qui le dis, je te fais confiance quand même, hein, je te fais confiance. Le problème, c'est que, et ça c'est quand même très grave, c'est qu'il y a eu une personne qui s'appelait Emma Eckstein, qui était une patiente de Freud, et qui a été opérée par Wilhelm Fliss, à la demande de Freud, qui lui a dit, je te fais confiance, et donc fais-lui donc l'opération que tu considères être comme la bonne pour guérir l'hystérie. Et Emma Eckstein, elle a littéralement été massacrée par Wilhelm Fliss, et elle a été malade toute sa vie de cette intervention imbécile. Elle a failli mourir, d'ailleurs, à plusieurs reprises, elle a failli mourir. Elle perdait son sang tout le temps. Alors, elle était d'abord dans la clinique chez Fliss, mais Fliss s'est mis à flipper parce qu'il n'arrivait plus à maîtriser la situation. Donc, il l'a renvoyée à Vienne, du côté de chez Freud. Alors, c'est Freud qui s'en occupait. Mais Freud n'était pas ORL. Donc, Freud, il appelait sans arrêt des ORL différents à son chevet, alors qu'il lui mettait des mèches, qu'il leur mettait des... Alors, il faut dire aussi que Fliss, pour vous dire à quel point il était doué comme chirurgien, il avait oublié tous les pansements dans le nez mais très profond, hein, dans le nez d'Emma Eckstein. Il avait oublié tous les pansements qui servaient à cautériser, quoi, si vous voulez, quoi. Donc, il a fallu retirer tout ça. C'était l'horreur absolue. Elle perdait son sang, elle devenait blafarde, à un point tel qu'un jour, Freud a fait un malaise en la voyant. Il a fait un malaise et il est allé dans une autre pièce boire un grand coup de schnapps pour arriver à se redonner à lui-même des couleurs, quoi, hein, en ayant vu Emma Eckstein aussi blanche, quoi. Et quand il est revenu dans la pièce, Emma Eckstein, de son lit, la pauvre, elle lui a dit « Ah, c'est donc ça le sexe fort !» Ah, c'est donc ça, en s'adressant à Freud, quoi. Hein. C'est donc ça le sexe fort, parce qu'il était pâle. Hein. Et donc, alors malheureusement, cette histoire d'Emma Eckstein, les anti-freudiens, évidemment, la reprennent systématiquement. Hein. Alors là, ça loupe pas. Le livre noir contre la psychanalyse, etc. Vous retrouvez tout le temps Emma Eckstein, tout le temps, invariablement, l'histoire d'Emma Eckstein, parce qu'effectivement, c'était un loupé, c'était un raté, voilà. Hein. Grave, c'est vrai, hein, grave. Une erreur de Freud, une erreur je sais pas moi, de vision par rapport à Fliss. Mais bon, qui ne fait pas d'erreur dans sa vie, hein. Je veux dire que l'œuvre de Freud, elle est considérable, hein, et donc il a fait des conneries, quoi. Il a fait des conneries comme tout le monde. Bien sûr, on peut lui reprocher ça, mais est-ce qu'on peut jeter le bébé avec l'eau du bain parce que Emma Eckstein, ça a été un peu un raté. D'ailleurs, Emma Eckstein n'en a jamais voulu à Freud, hein, elle-même. Emma Eckstein est devenue psychanalyste elle-même, et elle a écrit plein de trucs, et jamais elle ne dit rien contre Freud, rien du tout. Ouais. Elle l'admire même, puisqu'elle reprend ses théories pour exercer elle-même la pratique de la psychanalyse. Et puis il y avait un autre cas, il y a un autre cas qui bien sûr sert aussi aux antipsychanalystes, c'est le cas de Hanao, dont il est question dans ce chapitre. Lacan la nomme Hanao. Hanao, c'était la première personne psychanalysée, mais pas par Freud.
Anao. Alors ça, c'est le pseudonyme. Hein. C'est le pseudonyme sur lequel elle a été psychanalysée en 1880, pendant 2 ou 3 ans, je ne sais plus exactement, 2 ou 3 ans, oui, c'est ça. Mais pas par Freud, par Breuer, qui était un médecin freudien, un médecin viennois, lui aussi, Breuer, qui était un médecin viennois, plus âgé que Freud. Enfin, pas beaucoup plus âgé, mais qui avait au moins une dizaine d'années de plus que Freud. Et donc, on dit toujours que c'était une figure paternelle pour Freud. Voilà, c'était un personnage important pour Freud, ce Breuer, là. Et c'est lui qui a pris en charge Anao, qui s'appelait pas comme ça, qui s'appelait Bertha Pappenheim, de son vrai nom. Bertha Pappenheim, avec 2 P. H-E-I-M. Bertha Pappenheim, que Breuer a pris en thérapie à l'âge elle avait 21 ans, hein, elle était très jeune. Elle était très jeune. Et donc, cette Bertha Pappenheim, elle a commencé, on peut pas appeler ça une cure, mais une thérapie avec ce bon Breuer. Et puis, alors, elle avait des troubles très importants. Elle avait des troubles très importants. C'est-à-dire que tous les après-midi, elle s'endormait. Elle était dans une espèce d'état hypnoïde, si vous voulez. C'est comme ça que Freud le dit. Hein. Elle était dans une sorte d'état hypnoïde tous les après-midi. Elle avait des maux de tête épouvantables. Elle toussait énormément. Alors Breuer a dit tout de suite, c'est une toux nerveuse, etc. Ce qui était un petit peu rapide peut-être. Hein. Mais bon, il avait dit ça comme ça. Mais ce qui est marquant surtout chez elle, c'est qu'elle était un peu dépersonnalisée par moment. On peut se demander quelle était sa pathologie, justement. Hein. Elle était un peu dépersonnalisée et elle sombrait toutes les après-midi dans un état hypnoïde étrange, hein, où on avait du mal à la rejoindre. Et c'était compliqué pour Breuer, justement. Parce que Breuer, la plupart du temps, allait chez elle. Elle venait pas, la plupart du temps, elle venait pas au cabinet de Breuer, elle allait lui allait chez elle. Souvent. Pour faire des séances avec elle. Et Anao, elle est très connue parce que c'est le cas qui a inspiré le plus de littérature, de toute la littérature analytique, et de très loin. Il y a une immense littérature sur Anao, c'est colossal. C'est colossal. Parce qu'il y a des controverses très importantes. Hein. Freud, là aussi, a déconné, si je puis dire, d'une certaine façon. Pourquoi? Eh bien, je vais vous l'expliquer en 2 mots, en 3 ou 4 mots. C'est que, si vous voulez, Freud était à ce moment-là en train de quitter sa théorie de la séduction et il passait à ce qu'on appelle la topique, c'est-à-dire qu'il a commencé à parler du ça, c'est-à-dire de ce qu'il y a de plus enfoui chez nous, nos pulsions, si vous voulez, du moi et puis du surmoi. Le surmoi étant quelque chose comme la loi, si vous voulez, la morale, et le moi étant quelque chose comme notre personnalité consciente et inconsciente. Voilà, les 3 instances topiques de Freud. Donc ça, c'était, si vous voulez, un petit peu ce à quoi il est arrivé après la théorie de la séduction, mais entre les deux, il y a quand même eu la théorie édipienne. Hein. Il y a eu l'Édipe entre les deux. Il y a eu la séduction. Avant, il y a eu l'hypnose, les massages, tout ce que vous voulez. Et après, il y a eu la théorie édipienne. Alors, quand il est arrivé là, Freud, dans les topiques, il s'est dit, oui, mais alors, les gens, quand ils sont malades, il y a beaucoup de choses qui, chez eux, sont enfouies, et donc il faut aller les chercher, ces choses-là. Il faut aller les chercher, parce que quand si c'est dans le ça, c'est dans un inconscient très profond, et même si c'est dans le moi, ça peut être dans un inconscient peut-être moins profond, mais quand même inconscient. Donc on n'y a pas accès comme ça. Donc ça changeait un petit peu de ce qui se passait quand même dans les théories de la séduction et tout ça, où c'était plus simple, puisque c'était des échanges tout simplement comme ça, de bonne aloi, entre praticiens et puis malades. Et là, ça devient différent et ça devient beaucoup plus complexe, dès lors qu'on arrive dans ces topics-là. Et donc, Anao, elle, eh bien, Breuer s'est dit justement que peut-être il y avait des choses très profondes qu'on n'arrivait pas, auxquelles on ne pouvait pas accéder chez Anao. Chez Anao. Et donc, il a commencé à faire
quelque chose qu'il a appelé, non, il n'a pas appelé la psychanalyse, mais une analyse psychique, quelque chose de cet ordre-là. Il a commencé à vouloir qu'elle parle un petit peu d'elle, et ça a commencé à s'appeler la talking cure. Talking, la cure par la parole. Donc ça, c'est la naissance même de la psychanalyse, la talking cure. Hein. Parce que, parce que Anao, elle s'est mise à parler, elle s'est mise à dire. Alors, évidemment, c'était compliqué parce qu'elle parlait en anglais, parce qu'elle parlait plein de langues, Anao. Hein. Elle parlait l'anglais, elle parlait l'allemand, elle parlait le français, l'italien aussi, je crois, mais couramment, hein, vraiment couramment. Et alors qu'elle aurait dû parler en allemand avec Breuer, eh ben non, elle était sur l'anglais et elle ne pouvait pas parler en allemand avec lui. À la fin de la cure, elle parlait en allemand, mais pendant presque toute la durée de la cure, elle ne parlait qu'en anglais. Parce qu'elle déraillait, hein, certainement. Elle était déréalisée à bien des titres. Hein. Donc, elle appelait ça la talking cure, ou bien elle appelait ça le ramonage de cheminée. C'est bizarre, hein? Le ramonage de cheminée. Alors, chimney, c'était en anglais, hein? Chimney sweeping. Chimney sweeping. Voilà, c'était pas d'une grande élégance comme terme, mais bon, hein, c'était comme ça, quoi. Chimney sweeping. Et elle le dit, vous trouvez ça dans l'étude sur l'hystérie. Je vais vous lire le tout petit passage où Schreiber en parle de ça. Il y a un tout petit passage qui est page 21 dans l'édition du PUF de l'étude sur l'hystérie. Le cas s'appelle Mademoiselle Anao, Fräulein Anao, 21 ans. Hein. Et c'est Breuer. Hein. Étude sur l'hystérie, on dit que c'est un livre de Freud, mais c'est un livre de Freud et de Breuer, puisque le cas Anao, c'est pas Freud, c'est Breuer. Hein. Pardon? Oui, ben je vais vous le dire tout de suite, parce qu'elle s'appelait Bertha Pappenheim. Bertha Pappenheim, et les lettres qui précèdent le A, le B, c'est le A, et les lettres qui précèdent le P, c'est le O dans l'alphabet. Et donc, pour planquer son, parce qu'il n'était pas question de révéler son nom, pour planquer son nom officiel, ils ont mis A-O, Anna, et ils l'ont appelé Anao. Voilà, tout simplement, hein, vous voyez, c'était une petite ruse de cryptage informatique. Donc, alors cette pauvre Anao, là, oui, voilà, elle était dans cette cure-là, et alors je voulais vous lire, oui, c'est ça, la page 21. Alors, ça, là, c'est Breuer qui parle, hein. Alors, il va chez elle, là, il va chez elle, hein. À la campagne, où il me fut pas possible d'aller voir quotidiennement la malade, les choses se passèrent de la façon suivante. J'arrivais le soir, au moment où je la savais plongée dans un état d'hypnose, et la débarrassais de toutes les réserves de fantasmes accumulées depuis ma dernière visite. Pour s'assurer le succès, il fallait que ce fût fait à fond. Alors, tout à fait tranquillisée, elle se montrait le jour suivant aimable, docile, laborieuse, voire même enjouée. Le deuxième jour, et surtout le troisième, son humeur devenait toujours moins bonne. Elle était revêche, désagréable. En cet état, il devenait parfois difficile, même sous hypnose, de la faire parler. Elle avait donné à ce procédé le nom bien approprié et sérieux de talking cure. Cure par la parole. Ça, c'est Breuer qui parle, hein, c'est pas moi. Hein. Et dans la page suivante, il dit et le nom humoristique de chimney sweeping, ramonage de cheminée. Et elle savait qu'après avoir parlé, elle aurait perdu tout son entêtement et toute son énergie. Lorsque son humeur revenait de maussade, et qu'elle refusait de parler, je devais l'y contraindre en insistant, suppliant, mais aussi en me servant de certains artifices, en prononçant par exemple une formule stéréotypée du début des récits. Voilà. Et donc, alors un peu plus loin, Schreiber dit, pas Breuer, pas Schreiber. Breuer dit, elle était apaisée par le récit. Donc voilà, elle était apaisée par la parole. Donc on peut dire que là, il y avait alors Freud a dit, ben voilà, c'est la naissance de la psychanalyse. C'est la naissance de la psychanalyse. Il y a un redire là-dessus, hein. Mais enfin bon, c'est la naissance de la psychanalyse puisque c'est par des mots, c'est par un récit que Anao pouvait prétendre aller mieux par rapport à ses symptômes qui étaient quand même sévères. Hein. C'était une jeune fille très intelligente, Anao, hein, très intelligente, très dévouée.
et très dévoué à son père notamment. Son père était très malade. Son père avait eu ce qu'on appelait une pleurésie à l'époque. Hein. Ça devait être la tuberculose, quelque chose comme ça, j'en sais rien. Il n'y avait pas d'antibiotiques, donc son père a mis un temps fou à mourir de sa pleurésie aiguë. Et elle s'est dévouée à son père pendant des années, hein, des années. Elle était l'infirmière de son père, voilà. Et quand son père est mort, pour elle, ça a été un déchirement terrible, quoi. Hein. Elle s'en est jamais remise de la mort de son père. Et ensuite, elle est devenue un petit quelque temps infirmière, puis assistante sociale, et puis militante féministe. Militante féministe vraiment active, extrêmement active. Hein. Donc c'était une personne intéressante, et puis très cultivée, très, et paraît-il très sympathique. Hein. C'est ce qui est dit, hein, voilà. Donc, alors le problème, c'est que, si vous voulez, c'est Breuer qui a fait la psychanalyse de ça. Mais bon, mais Freud se l'est fait raconter par Breuer. Et puis Breuer a eu envie de la raconter à Freud parce qu'il a dit à Freud, tu sais, ce cas-là, c'est vraiment compliqué. Hein, et puis en plus, je me demande si c'est pas la naissance de quelque chose, c'est pas le début de quelque chose d'un peu particulier, notamment peut-être la cure par la parole, je ne sais pas. Est-ce que tu pourrais le lire, mon exposé, que vous trouvez dans l'étude sur l'hystérie, hein? Je vous ai lu un petit passage là, hein, c'est dans l'étude sur l'hystérie, c'est au début du bouquin, hein, c'est au début du bouquin. Et donc, Freud a lu le texte et il a dit à Breuer, ah oui, ça m'intéresse beaucoup, je vais en faire des commentaires. Alors, une partie des commentaires de Freud se trouve à la fin, à partir de la page 230 par là, mais aussi dans d'autres ouvrages, comme un ouvrage qui s'appelle De la psychanalyse, et encore d'autres ouvrages, où il raconte diverses choses, mais des choses très douteuses, des choses plus que douteuses même, des choses fausses, des choses carrément fausses. C'est-à-dire que Freud a fait une espèce de fiction de la fin de la cure, pas de la cure dans son entier. La cure est vraie pour l'essentiel, mais la fin de la cure est fausse, parce que il a obligé Breuer, qui était un peu réticent, hein, à dire que d'abord elle était complètement guérie, ce qui n'était pas vrai. On le sait officiellement qu'elle ne l'était pas, puisqu'on a retrouvé bien après, Lacan ne le savait pas ça, parce que c'est bien après la mort de Lacan qu'on a retrouvé notamment un psychiatre qui est très connu, qui s'appelle Hélène Berger, Henri Hélène Berger, qui était un psychiatre né en Afrique du Sud, mais qui a été ensuite naturalisé français, puis suisse, et puis canadien, hein, puisqu'il est parti de l'Europe en raison du nazisme. Sinon, il aurait été exterminé, Hélène Berger. Donc, Hélène Berger, voilà, il a fait des études extrêmement poussées sur le cas de Hanao, et il a retrouvé des écrits de Breuer lui-même, donc on ne peut pas contester, hein, où la fin, telle que Freud l'a décrit, n'est pas du tout celle-là. Donc la fin décrite par Freud est une fiction. Hein. Alors évidemment, ça sert aussi beaucoup aux antipsychanalyses. Hein, aux antipsychanalystes, ils reprennent tout le temps cette histoire d'Hanao, et Mike Stein, Hanao, c'est leur ritournelle, quoi, hein, parce que c'est du gâteau pour eux, hein, c'est du pain béni pour eux, hein, parce que là, Freud a triché, c'est vrai. Freud a triché en disant que il y avait eu entre Breuer et Hanao un transfert amoureux très violent de elle vers lui, si violent que Breuer a dû cesser le soin, aurait cessé le soin. Il aurait dit, je peux pas continuer comme ça. Elle a pour moi un sentiment tellement violent que ça me fait horreur, que ça me fait peur. C'est ce qu'il avait dit, hein, carrément. Hein. Ça me fait peur. Oui, elle avait dit, je me suiciderai, éventuellement, la femme de Breuer. Tout à fait, oui, oui, tout à fait, elle avait dit ça. En sachant que d'ailleurs que... Enfin bon. Et donc, cette fin imaginée par Freud, donc c'était qu'il y a eu ça, ce transfert amoureux très très violent, si violent que donc Breuer est parti, et que elle, Hanao, aurait fait une grossesse nerveuse du fait de l'amour transférentiel. Elle aurait été fécondée quasiment comme la Vierge Marie, quoi, d'une certaine façon. Elle aurait été une grossesse nerveuse. Et puis ensuite, lui, Breuer, il serait parti à Venise en amoureux avec sa femme, et puis il aurait conçu sa fille à ce moment-là. Mais Hélène Berger et beaucoup d'autres historiens se sont penchés sur le truc et ont vu que ça collait pas du tout.
au niveau des dates. C'était impossible. Hein, parce qu'on a retrouvé beaucoup d'écrits là-dessus, notamment à la bibliothèque de Washington, qui est la plus grande bibliothèque du monde. La bibliothèque du Congrès de Washington, c'est une énorme bibliothèque. On a retrouvé beaucoup d'écrits de Breuer, entre autres, et où il n'est pas question de tout ça. Tout ça n'est pas, c'est une romance freudienne, vraiment texto, quoi. Alors évidemment, ça donne du grain à moudre aux anti-freudiens et aux anti-psychanalystes, en disant, vous voyez, Freud était un faussaire. C'est ce qu'ils disent, Freud était un faussaire. Il a maquillé toute cette histoire. Il en a fait une espèce de romance qui n'a pas du tout existé. Premièrement, ce qu'ils disent, elle n'était pas guérie, mais ça on peut pas dire le contraire. Elle n'était pas vraiment guérie puisqu'elle a été hospitalisée plein de fois. On a les bons d'hospitalisation, je puis dire. On a les papiers d'hospitalisation officiels de Hanao bien après la fin de sa cure. Et tout le reste, toute sa vie, elle a été hospitalisée à plusieurs reprises dans des cliniques psychiatriques, donc elle n'était pas guérie. Alors que pour Freud et pour Breuer, c'était un triomphe de guérison, si vous voulez, quoi. Donc ça collait pas. Et puis tout le reste, bien sûr, tout le reste, c'était aussi de la romance, quoi, bien sûr. Après, ça l'a pas empêché à Nao, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'être active, de devenir assistante sociale, de diriger des mouvements féministes, etc., et de faire des choses très concrètes. Ça l'a pas empêché, mais n'empêche qu'elle a eu du souci, quoi. Elle était pas en super forme non plus, quoi. Et puis en plus de ça, elle était toxicomane, dépendante, puisque Breuer n'arrêtait pas de lui balancer du chloral, c'est-à-dire des barbituriques. Des barbituriques parce qu'il trouvait qu'elle parlait pas assez, et donc il la mettait dans une espèce d'état hypnoïde vers lequel elle avait tendance naturellement à aller, mais enfin il la faisait aller encore plus, en lui balançant du chloral à tire-larigot tous les jours, ce qui fait que quand elle a terminé sa cure, eh bien elle était dépendante aux barbituriques. Donc on peut pas dire que c'était une cure vraiment triomphante, quoi. Mais pourquoi est-ce que Freud a fait ça? Voilà, c'est ça l'intérêt de l'histoire. Pourquoi est-ce que Freud a maquillé cette histoire et lui a donné du fard, si vous voulez, a mis du fard aux paupières de l'histoire pour la rendre plus belle? Pourquoi il a fait ça? Eh bien parce qu'il y avait en France un psychiatre qui s'appelait Pierre Janet. Pierre Janet. Et Pierre Janet, il était en gros contemporain de Freud, globalement, est né à peu près à la même époque, mais il est mort plus tard, 10 années après Freud. Il est mort 10 années après Freud, dans les années 40 et quelques. Et donc Pierre Janet, il était français, il était psychiatre. Et on dit classiquement que jusqu'en 1915, quand même c'est pas rien, jusqu'en 1915, il était beaucoup plus célèbre que Freud. Maintenant, on le connaît peu, Janet, mais il était beaucoup plus célèbre que Freud. Parce qu'en fait, bien avant Freud, il avait inventé ce qu'il avait appelé la psychoanalyse. La psychoanalyse. Donc évidemment, pour Freud, c'était bien embêtant qu'il y ait eu quelqu'un qui, avant lui, ait inventé quelque chose qui était très proche de la psychanalyse, puisque l'idée de Janet, c'était d'explorer non pas l'inconscient, c'était ça la nuance entre les deux, c'est que Pierre Janet, c'était pas l'inconscient qui l'intéressait, c'était le subconscient. Mais enfin bon, le subconscient. Voilà, c'était la nuance entre les deux. N'empêche que c'était quand même des cures par Pierre Janet, des cures par la parole, et il allait chercher lui aussi des choses qui n'étaient pas dites ou dont le souvenir n'arrivait pas dans le subconscient de ses patients, et il les faisait parler. Donc la talking cure, la cure par la parole, il l'avait inventée avant Freud. Et donc Freud s'est dit, il faut à tout prix que j'ai un cas, moi aussi, un cas princeps, un cas imparable, pour gratter la politesse à Pierre Janet, quoi, parce que sinon je vais être ridicule. Donc c'est pour ça qu'il a maquillé l'histoire d'Anao. C'est aussi bête que ça. L'histoire d'Anao, c'est pour contrer Janet. Et Janet en a voulu à mort à Freud. Et il a dit Breuer et Freud étaient des plagiaires de mon œuvre. Ce qui n'était pas entièrement faux.
C'était partiellement faux, parce que l'œuvre de Freud, elle est aussi ce qu'elle est, elle a sa consistance par elle-même. Il n'avait pas besoin de Janet particulièrement pour échafauder ses théories. N'empêche que là, quand même, il y a un hiatus. Il y a un hiatus, et il a voulu étouffer l'histoire de Pierre Janet de la psychoanalyse pour faire l'éloge de la talking cure au travers du cas Anao trafiqué. Donc c'est pas glorieux, et ça aussi c'est du grain à moudre malheureusement pour les antipsychanalistes, quoi. Hein. C'est dommage qu'il y ait eu ce genre de magouille comme ça, parce qu'il y avait des querelles d'ego, quoi, hein, des querelles d'ego, des querelles de narcissisme justement. Hein. Qui c'est qui a la plus grosse, quoi, hein, qui c'est qui est le plus fort, qui c'est qui est le plus intelligent? Eh bien Freud disait c'est moi, et donc c'est pas lui, c'est pas Pierre Janet. Et donc, je vais lui faire comprendre ça avec mon cas à Nao, quoi, qui n'était pas son cas, c'était celui de Breuer. Voilà. Donc, alors, ce pauvre Janet, malheureusement, il a été éteint par Freud. Il a été éteint par Freud parce qu'on l'a complètement oublié. Hein, on l'a complètement oublié. Et il a été réhabilité un peu par l'histoire. Malheureusement, beaucoup par les antipsychanalistes, mais enfin bon, c'est comme ça. Il a été réhabilité parce que, il a une œuvre considérable, il a écrit beaucoup de choses, etc. Voilà. Hein, mais il n'est pas lu, quoi, maintenant. Personne ne lit Pierre Janet, alors qu'il est peut-être précurseur, même, y compris par rapport à Freud. Y compris par rapport à Freud, vous voyez. Et donc, c'est une chose que Freud ne supportait pas. Et c'est d'autant plus regrettable que Janet, bien sûr, était opposé à Freud, le traitait de plagiaire, mais en même temps, il avait une grande admiration pour Freud. Vous voyez, c'est paradoxal. Et il le disait, il avait une grande admiration pour Freud, et il disait même, je souhaiterais le rencontrer. Et il est allé chez lui, à Vienne, et je ne sais pas s'il a sonné, enfin, je ne sais pas comment ça s'est passé exactement, j'y étais pas, mais, et Freud a refusé de le recevoir. C'est pas tellement classe, quand même, hein. C'est pas terrible, hein. Il s'est cassé le nez. Il s'est cassé le nez, et il a fait plusieurs fois la demande, Janet, de le rencontrer, mais pour parler aimablement, il voulait pas aller lui casser la gueule, c'est pas ça du tout, hein. Non, non, mais Freud, non, je n'ai aucun intérêt à vous rencontrer. Donc c'était pas très classe, hein, oui. Oui, tout à fait. Oui. Oui, oui, oui. Tout à fait. Par la parole, oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et il y a beaucoup de philosophes qui en parlent de ça, hein. Oui, bien sûr. Hein. Oui, pardon. Oui, oui, c'est vrai. Tout à fait. Oui. Oui, oui, il a été le psychanalyste de Raymond Roussel. C'est vrai, c'est vrai. Il a été le psychanalyste de beaucoup de gens, hein. Et il a été très actif, tant sur le plan de sa pratique que sur le plan littéraire, parce qu'il a produit beaucoup, hein. Je ne dis pas qu'il faut absolument que vous achetiez les bouquins de Pierre Janet, mais il y en a une palanquée, hein, de bouquins de Pierre Janet. Pardon? Comment il s'est payé? Qui? Janet ou Freud? Ah, Janet, je ne sais pas. Mais par de l'argent? Par de l'argent comme Freud, hein? Oui, il était hospitalier. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. Je pense qu'il avait une activité privée aussi, je pense. Alors, comment il se faisait payer exactement? Je ne sais pas vraiment, mais Freud se faisait payer en argent. Hein? Il était payé en argent, Freud. Hein? Il demandait pas des sommes énormes, d'ailleurs. Hein? Freud était, contrairement à ce qu'on pense, Freud n'était pas riche. Hein? Freud n'était pas riche. Hein? Et d'ailleurs, par rapport à ça, l'argent, ça a compté chez Freud parce qu'il n'en avait pas assez, justement. Il y a eu des problèmes avec ça, parce que là, ce bouquin-là, ça s'appelle Les correspondances entre Fliss, le chirurgien maudit, là, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et Freud. Ça s'appelle La correspondance entre Fliss et Freud. Et c'est paru aux presses universitaires de France. Mais il y a un autre bouquin qui est paru aux presses universitaires de France qui s'appelle La naissance de la psychanalyse.
Alors c'est un bouquin qu'il faut surtout pas acheter, La naissance de la psychanalyse. Parce que La naissance de la psychanalyse, c'est ça, moins les lettres gênantes. Moins les lettres gênantes pour Freud. Donc, pourquoi? Parce que La naissance de la psychanalyse, ça a été concocté, pas tellement par Freud, ça a été concocté par Anna, sa fille, par Ernest Jones, qui était le grand patron de la psychanalyse à l'époque, et puis par Marie Bonaparte. Et puis quand ils ont vu certaines lettres de Freud qui faisaient état de Emma Eckstein, notamment, surtout de Emma Eckstein, de Hannah Arendt et tout ça, ils se sont dit, oh là là, c'est pas terrible que ça paraisse ça. On va, l'essence de la psychanalyse, on va enlever toutes ces lettres-là. Hein. Donc, si vous achetez Naissance de la psychanalyse, il y a tout un tas de lettres qui se trouvent dans les correspondances qui sont parues, elles, dans les années 90 seulement. Lacan ne les a jamais connues, ça. Lacan n'a jamais eu accès à ça. Il ne savait pas tout ça, Lacan. Il y avait beaucoup de choses qu'il ne savait pas, Lacan. Hein. C'est paru après parce que c'est tombé dans le domaine public. Et donc, on a pu publier toutes ces lettres, hein, bien sûr. Alors, Freud, il a écrit une abondante correspondance à Fliss, et Fliss aussi a écrit une abondante correspondance à Freud. Alors, la correspondance de Freud à Fliss, on l'a parce que c'était sa veuve qui l'avait gardée après le décès de Fliss, et c'est Marie Bonaparte qui a racheté toutes ces lettres. Hein. Et Freud a voulu les récupérer. Parce qu'il était très mal à l'aise par rapport à ça, Freud, parce qu'il savait bien ce qu'il y avait dedans. Il savait bien qu'il y avait des lettres qui étaient très embêtantes pour lui. Donc il a voulu les récupérer, et il a supplié Marie Bonaparte de les lui rendre. Et elle lui a répondu, non, 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 je ne peux pas vous les rendre parce que elles seront éparpillées, cela nuirait à votre œuvre, etc. Et puis, alors Freud, cherchant un moyen vraiment, il a dit, mais si vous voulez, je vous les rachète. Ce qui était un peu idiot parce que Marie Bonaparte était immensément riche. Donc, le rachat des lettres, pour elle, n'avait aucun espèce d'intérêt. Elle avait aucun intérêt à les vendre. Et donc, elle avait trouvé un truc pour calmer Freud. Elle lui passait elle lui brossait la poêle à relire, si vous voulez. Elle caressait dans le sens du poil en lui disant, mais un génie tel que vous, etc., vous vous rendez compte, ces lettres sont un témoignage si précieux que je dois les garder en ma possession pour les remettre à une bibliothèque qui les préservera à tout jamais parce que votre œuvre est immense, etc. Elle lui a tartiné de tels compliments qu'il a fini par céder. Et de toute façon, elle voulait pas lui les vendre, elle a jamais les vendu. Et donc, évidemment, les lettres, eh ben, c'est ça. C'est ça. Les lettres de Freud à Fliss, les voilà. Elles sont là-dedans. Elles sont toutes là-dedans. Dans la correspondance. Et non pas dans Naissance de la psychanalyse, où vous trouvez aussi tout un tas de lettres, mais pas les lettres gênantes. Donc, c'est quand même bizarre, hein, comme histoire, ça. C'est quand même bizarre, hein. Donc, il faut avoir ce bouquin-là, mais pas l'autre. Il ne faut pas acheter Naissance de la psychanalyse. Hein. Et donc, alors oui, il y a eu les lettres de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il y a eu les lettres de Wilhelm Fliss à Freud. C'est-à-dire que Freud a reçu autant de lettres qu'il en a écrites de Wilhelm Fliss. Alors, qu'est-ce qu'ils sont devenus ces lettres-là? Eh bien, Freud les a détruites. Freud les a détruites. Alors, la veuve de Fliss a voulu les récupérer. Alors, je vous passe comme ça les détails, mais Freud, vous savez comment il l'appelait, la veuve de Fliss, il l'appelait la grosse vache. Pour vous dire l'estime à laquelle il la portait. Et donc, il disait, la grosse vache me réclame les lettres de son mari, mais je ne les ai pas. Enfin, il disait, alors il répondait, mais vous savez, je ne sais pas où je les ai mises, parce qu'elle lui écrivait plusieurs lettres, elle lui a écrit plusieurs lettres qui sont dans le bouquin, là. Hein. Ils sont dans ce bouquin-là. Mon cher professeur, pourriez-vous me rendre les lettres de mon mari, c'est ça? Mais ma pauvre, je ne les ai pas. Et puis vous savez, peut-être que si je les ai tellement bien cachées que je ne sais pas où elles sont. Je n'arriverai jamais à les retrouver. Et en fait, on a su après qu'il les avait détruites, carrément, pour personne n'y ait jamais accès. Et de fait, on ne les a pas. On ne les a pas. Aussi loin que, comme disait Lacan, aussi loin que je pourrais plonger ma main dans les dessous de l'univers, je ne retrouverai pas les lettres de Fliss à Freud. On ne les retrouvera pas. Hein, ce sera impossible, voilà. Et donc, heureusement quand même qu'on a le témoignage de Freud, voilà, avec ces choses qui sont un peu embarrassantes quand même. Mais il y a aussi des choses très intéressantes là-dedans. Il y a notamment la lettre. Je vous ai parlé tout à l'heure de la chronologie et de l'abandon par Freud de sa théorie de la séduction. Vous vous rappelez ce que c'était que la théorie de la séduction? Je vous l'avais dit dans une des premières séances. Hein. La théorie de la séduction consistait pour Freud à dire que chez tous les sujets névrosés, c'était pas compliqué, c'était qu'ils avaient subi dans leur toute petite enfance un trauma sexuel. Toujours. Ou qu'ils avaient vécu visuellement quelque chose de sexuel traumatisant.
qu'ils avaient vu quelque chose, soit ils l'avaient vécu dans leur corps eux-mêmes, en tant que tout petit enfant, soit ils avaient vu la scène primitive, etc., tout ce que vous voulez, tout le baratin par rapport à ça, et donc ils en avaient conçu un trauma ineffaçable. Alors ce trauma était tellement pénible pour les enfants qu'ils le cachaient par un autre souvenir, par un souvenir que Freud appelait le souvenir écran. Hein. Donc il y avait un premier souvenir, et puis un deuxième, l'écran. Et donc le premier souvenir était caché derrière le souvenir écran, et il fallait aller le retrouver, ce qui nécessitait un long travail, Hein. Si vous lisez le cas Katharina dans les études sur l'hystérie, c'est un cas qui se passe dans la montagne, je vous ai déjà parlé, hein. C'est Freud qui est dans une auberge dans les Alpes autrichiennes, il est dans une auberge coquette, et puis il y a une jeune fille qui est soi-disant servante, en vérité elle n'est pas servante, mais dans l'histoire, peut-être qu'elle est racontée, elle est servante, et il la rencontre dans la montagne, enfin c'est elle qui le rencontre et qui lui demande « Monsieur n'est-il pas docteur ?» Je vous l'ai déjà dit, c'est un mot. « Monsieur n'est-il pas docteur ?» Et Freud lui répond « Non, 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 non. » Mais si, monsieur, vous êtes docteur, je l'ai vu dans les registres. Donc il était un peu coincé. Donc il a dit, ah bah oui, je suis bien docteur, etc. Et donc elle a commencé à lui dire, mais je vais pas bien, donc est-ce que vous pourriez m'aider un petit peu? Oh, dans la montagne, bon, c'est pas simple, dans les petits chemins montagneux. Et donc il l'a fait quand même, et il l'a questionné. Et puis elle a commencé à lui dire, oui, alors il y a quelque chose qui m'a beaucoup traumatisé dans mon enfance, c'est que j'ai vu mon oncle coucher avec ma cousine. Bon, voilà. En fait, c'était pas vraiment son oncle, c'était son père dans l'histoire vraie. Enfin bon, dans le récit, c'est comme ça, c'est l'oncle. Alors, Freud s'est dit, si elle me dit ça, c'est que ce n'est pas ça. Le trauma principal, ça c'est le souvenir écran, mais derrière, il y a un souvenir caché qui n'est pas advenu, si vous voulez, qui n'a pas connu de remémoration. Et donc, il a poussé son questionnement pendant le temps qu'il fallait, dans la montagne, et elle a fini par lui dire qu'elle-même avait été agressée par cet oncle-là. Elle-même avait été prise par il n'avait pas couché avec elle, mais il avait essayé en tout cas de l'embrasser, de l'étreindre, il lui avait touché les parties génitales, etc. En fait, il était allé assez loin quand même, hein. Une agression sexuelle notable. Et Freud s'est dit, c'est ça le trauma, derrière le trauma écran de la cousine avec l'oncle, le vrai trauma, c'est ce qui est arrivé à elle. Hein. Et c'était ça qu'il appelait la théorie de la séduction. Et du début de son travail, Freud, jusqu'à 1897, il a tenu cette théorie-là. Il a travaillé avec ça. Mais un jour, en 1897, en septembre 97 précisément, il s'est dit, non, c'est des trucs, ça, c'est complètement déconnant. Ce qui est bizarre d'ailleurs, parce que il y a plein de gens qui travaillent avec ça maintenant. Ils travaillent avec cette théorie-là. Alors que Freud a dit non, l'hypnose, c'est complètement déconnant. L'électricité, les massages, tout ça, c'est nul. Ça ne tient pas, ça ne vaut rien, je laisse tomber. Et la théorie de la séduction, c'est tout aussi nul. Je ne peux pas garder avec ça. Et c'est là qu'il a inventé. Il a fait venir au jour la question édipienne et ensuite, plus tard, la question du moi, du ça et du surmoi. Pardon? Et le fantasme, bien sûr. Mais je ne rentre pas dans tous les détails, mais je schématise un peu, tu vois, je fais des scansions comme ça, chronologiques. Et donc, en fait, si vous voulez, dans l'évolution de Freud, on voit d'abord, il y a une espèce de chronologie, et puis après, il y a une topique qui s'installe, c'est-à-dire que le moi, le ça et le surmoi, ce sont des lieux psychiques. Donc, c'est plus pareil. Il y a des endroits psychiques où il faut aller chercher la vérité, si je puis dire, du sujet. Donc, ça devient beaucoup plus compliqué que d'aller chercher un souvenir écran et un souvenir derrière le souvenir écran. Parce que ça, c'est presque un travail de flic, j'allais dire, de détective, d'aller chercher un souvenir enfoui, comme ça. Hein. Alors que d'aller chercher dans l'inconscient des sujets quelque chose d'enfoui, c'est beaucoup plus complexe. Et il a abandonné ça, et il le dit dans une lettre. Alors celle-là, je crois qu'elle est parue dans naissance de la psychanalyse, je crois qu'elle l'est parce que celle-là, elle lui est pas nuisible. Il écrit à Wilhelm Fliess, donc l'abruti là, et donc je vous lis juste un petit morceau de la lettre qui concerne cet abandon-là, hein, parce qu'il est très triste à ce moment-là, il est mélancolique à ce moment-là, Freud. Il dit, cher Wilhelm,
Donc c'est en date du 21 septembre 1897. Cher Willem, je suis rentré depuis hier matin, dispo, serein, appauvri, pour le moment inoccupé. Et après m'être réinstallé, c'est à toi que j'écris en premier. Et maintenant, je vais tout de suite te confier le grand secret qui, au cours des derniers mois, s'est lentement fait en jour en mois. Je ne crois plus à mes neurotica. Voilà. Je ne crois plus à mes neurotica. Mes neurotica, c'est ça. C'est la théorie de la séduction. Et puis, l'hypnose et tout ce que vous voulez. Il n'y croyait plus. Cela n'est probablement pas compréhensible sans explication. Tu as d'ailleurs trouvé toi-même crédible ce que je pouvais te raconter. Je vais donc commencer historiquement et te dire d'où sont venus les motifs de mon incroyance. Des déceptions continuelles. Vous voyez, il dit ça quand même, hein, il est franc là. Hein. Des déceptions continuelles dans les tentatives pour mener une analyse à son véritable terme. Il est franc là. Hein. Il est franc de collier, il dit ça marche pas. Ça marche pas. À son véritable terme. La fuite des personnes qui pendant un certain temps avaient été les mieux accrochées. Les gens qui se barraient. Hein, il leur fait l'aveu. Des gens venaient en psychanalyse puis se barraient parce que ça marchait pas. C'était le cas de Dora. Hein, je vous ai parlé de Dora. Dora, elle se retournait vers lui et disait mais qu'est-ce que vous me racontez là? C'est pas du tout ce qui m'arrive. Hein. Moi, je suis pas amoureux d'un homme. Je suis amoureux d'une femme. Mais ça, vous l'avez pas compris, Monsieur Freud. Voilà. Donc, les mieux accrochés. L'absence des succès complets sur lesquels j'avais compté. L'absence des succès complets sur lesquels j'avais compté. Anao. Succès incomplet. Hein. La possibilité de m'expliquer autrement, de la manière habituelle, les succès partiels. Voilà le premier groupe. Ensuite, la surprise de voir que dans l'ensemble des cas, il fallait inscrire le père comme pervers sans exclure le mien. Il fallait inclure le père comme pervers, puisque dans la théorie de la séduction, on retrouvait presque toujours un père qui violentait son enfant dans la théorie de la séduction, presque toujours. Hein. Et donc, il était embêté parce que il disait, mais je ne peux pas exclure le mien non plus. Si je fais de cela une loi universelle. Donc voilà, d'où la naissance de l'Édipe après cet abandon. Hein, voilà, ça vient de là. Hein, c'est là la charnière. Hein. Alors je ne vais pas vous lire la lettre en entier parce qu'elle est très longue, hein, mais si vous voulez la retrouver, dans le PUF, c'est page 334 et c'est Vienne, 21 septembre 1897. Vous pouvez la lire parce que c'est une très belle lettre. Hein. L'intérêt chez Freud, ce qui est le plus intéressant, c'est les correspondances. Si vous voulez investir un peu chez Freud, achetez des correspondances, parce que vraiment, c'est magnifique. Hein. Le style est splendide, et puis c'est puissant. C'est extrêmement puissant, c'est sensible, et puis on y voit toutes les peines du monde. Parce que c'était une époque où les gens mouraient comme des mouches, hein, de la tuberculose et de la syphilis, de tout un tas de maladies, mais qu'il n'y a pas d'antibiotiques. Et donc, les gens perdaient des enfants sans arrêt. Il y avait une mortalité infantile effroyable. Et donc, Freud en parle tout le temps. Il dit, tel enfant est mort, c'est affreux, etc. Chez un tel, etc. Et donc, voilà, c'était une époque quand même très difficile. Et les échanges étaient très beaux parce que c'est des échanges très littéraires avec un style magnifique. Chez Freud, Freud était un écrivain, manifestement. Hein. Le style était vraiment splendide, quoi. Hein. C'est traduit, évidemment. On ne peut pas s'en rendre compte complètement, mais quand même, hein, un petit peu. Hein. Et donc, c'est dans cette lettre-là, qui est une lettre charnière, que Freud s'avance vers la psychanalyse, en passant par l'Édipe quand même. En passant par l'Édipe, il s'avance vers la psychanalyse, c'est en 1897. C'est pas avant. Hein. C'est pas avant. Et je voudrais terminer par une petite chose qui est quand même importante dans ce chapitre-là. Ça m'embêterait d'en faire l'impasse quand même. Parce que Lacan dit ceci, que Freud, pour faire une psychanalyse, eh bien, il disait, il y a d'abord les souvenirs. Un souvenir, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose dont vous avez la conscience, vous en avez la conscience, et c'est dans votre actualité. Donc ça pose pas tellement de problèmes. Hein. Vous n'allez pas le chercher dans les tréfonds de votre histoire, le souvenir est accessible tout de suite. Ensuite, vous avez la remémoration. Remémoration, là, Lacan en parle beaucoup dans le chapitre. Hein. Il s'étend de manière très complexe là-dessus, mais c'est pas la peine d'être compliqué pour en parler. La remémoration, c'est un souvenir inconscient. C'est pas comme là, hein, le souvenir est conscient. Ici, c'est un souvenir inconscient que vous faites à revenir à la surface, mais vous le reconnaissez. Un souvenir reconnu.
un souvenir reconnu. Donc c'est votre passé, et vous pouvez le recollecter et le reconnaître, et donc ne pas être angoissé en le voyant. Et puis il y a la réminiscence ensuite. Après la remémoration, il y a la réminiscence. Lacan en parle longuement dans le chapitre. La réminiscence, alors ça c'est différent, parce que c'est aussi un souvenir qui revient, mais vous ne le reconnaissez pas comme étant de votre passé, non reconnu. Reconnaissance, non. Vous ne le reconnaissez pas. C'est ce qui arrive un peu à Schreber, hein. C'est ce qui arrive un peu à Schreber, quand il a tous ces objets hallucinatoires autour de lui, il ne les reconnaît pas, il les nomme âmes, ce sont des âmes mortes, etc. Mais bon, il ne les reconnaît pas. Donc, quand on travaille en psychanalyse, on travaille essentiellement sur la réminiscence. On essaye de faire en sorte que le patient puisse exprimer par lui-même, par association libre, c'est pas à nous de le faire, c'est pas aux praticiens de le faire, eh bien, des souvenirs dont il est lui-même étonné, qu'il ne reconnaît pas tout de suite comme étant sien ou sienne. Vous voyez? Ça lui paraît pas évident, et ça lui paraît même comme un phénomène un peu de déréalisation, si vous voulez. Presque comme une espèce de pseudo-hallucination. Il me revient quelque chose, une image de mon passé, mais est-ce que c'est vraiment mon passé? Est-ce que c'est vraiment mon histoire, ça? Alors, en élaborant, on appelle ça l'élaboration, et en étant aidé par les psychothérapeutes, par des interprétations, un accompagnement, eh bien, le patient finit par faire sien ces réminiscences, les faire siennes, ces réminiscences, si vous voulez. Et par association libre notamment, hein. Voilà, ça c'est le travail essentiel. C'est pour ça qu'il faut quand même pas oublier de parler de ça, parce que sinon on comprend rien à la question de comment ça se passe un peu les psychanalyses, parce que il s'agit pas simplement de faire papoter. Là, au niveau du souvenir, si vous voulez, on est au niveau du salon de thé, quoi. Hein. On prend le thé avec ses patients. Il y a des psychothérapeutes qui le font, hein, ça, hein, qui papotent avec leurs patients, voilà, sur l'actualité, comment allez-vous, comment ça s'est passé votre journée de hier, il faisait beau, vous êtes allé où, vous avez fait quoi, etc. Ben là, on est dans le souvenir, on n'est même pas dans la remémoration. Hein. Après, on peut aller un petit peu plus loin, être dans la remémoration, faire en sorte que ce soit des souvenirs qui viennent, mais il vaut mieux que ce soit de la réminiscence, parce que ça, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus inconscient, et ça remonte quand même à la surface si le travail est bien fait. Il ne s'agit pas de, pardon? Si, si. Sous état hypnoïde, on peut avoir des réminiscences, tout à fait, oui, bien sûr, oui. Mais Lacan ne pratiquait pas l'hypnose parce qu'il avait le même avis que Freud. Il trouvait ça complètement inutile et inefficace. Hein. Donc voilà, c'est leur point de vue. Hein. Donc il ne pratiquait pas. Pardon? Oui, oui. Suggestion. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Il faut être très prudent. Tout à fait d'accord avec toi. Oui. Oui, oui, bien sûr. Il est très facile de suggestionner. Il est très facile de suggestionner des gens. Hein. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que quand on fait des interprétations, il faut être extrêmement prudent et accompagner le patient, d'accord, mais en n'interprétant pas à sa place. Parce que si on interprète à sa place, si on parle pour lui, eh ben c'est notre propre pensée qui se met à la place de la sienne. Et donc ça ne vaut rien. Hein. Il faut que ce soit le sujet du sujet qu'émane, hein, qu'émane une parole qui soit vraiment la sienne, quoi. Hein. Sinon c'est totalement inutile. Hein. Mais c'est pas si simple. Hein. C'est pas si facile. Hein. Pour terminer avec aujourd'hui, et puis pour Schreber, il avait une phrase étrange, Lacan, il en parle. Et il en parle dans le chapitre, on comprend pas très bien ce qu'il veut dire, parce que Lacan, il explique pas comme d'habitude. Schreber disait, je suis loin. Je suis loin. 3 petits points. Je suis loin. Ah bah tiens, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je suis loin.
Il répétait ça souvent, je suis loin. Il disait même quelquefois, il le disait sous une forme presque biblique, il disait, je suis celui qui est loin. Ou je suis celui qui est éloigné. Alors de quoi? Eh ben de Dieu. C'est-à-dire que, en fait, je vous l'avais dit lors de la précédente séance, Schreber, il avait une vision de Dieu extrêmement lointaine. Dieu était à l'autre bout du tableau, là. Hein. Dieu, pour lui, était un objet qui lui permettait éventuellement de régénérer le monde, etc. Mais c'était pas le Dieu de la foi chrétienne. C'est pour ça que je vous avais parlé de Saint Jean de la Croix et que j'avais opposé ces deux acceptions de Dieu et de la foi en Dieu, en disant que Saint Jean de la Croix avait une foi réelle, une foi vibrante, fiévreuse pour Dieu, Saint Jean de la Croix aurait pu dire, lui, je ne sais pas s'il l'a dit, mais je suis près de Dieu, je suis tout près de Dieu, il aurait pu le dire, puisqu'il échangeait même avec Dieu de manière très proximale comme ça, hein, et angoissé, Saint Jean de la Croix. Alors que Schreber, Dieu, c'était quelque chose qui était à perpète, voilà, comme ça, et c'est pour ça qu'il disait, je suis loin. Alors les gens ne comprenaient pas ce qu'il voulait dire, et finalement on a compris que c'était ça qu'il voulait dire, Dieu était très, très, très loin. Et puis il y a une dernière petite phrase dans le chapitre que je termine là-dessus. Elle est très courte, il faut que je la retrouve, que Lacan dit, qui est intéressante. Vous avez dû la lire si vous avez lu le chapitre. Si vous avez lu le chapitre, si vous l'avez pas lu, vous l'avez pas lu. Il dit ceci. Alors, le langage. Il dit le langage. C'est la page 186 dans votre édition du. Pas du Seuil, hein. Mais de toute façon, c'est la dernière page dans l'édition du Seuil, c'est la dernière page aussi. Mais ça, c'est la dernière page 186 de l'édition Poche. Il dit, le langage joue entièrement dans l'ambiguïté. Et la plupart du temps, vous ne savez absolument rien de ce que vous dites. Mais c'est une façon d'être là pour l'autre. C'est une phrase très forte, ça, hein, de Lacan. Hein. C'est sa dernière phrase, je vous la relis. Le langage joue entièrement dans l'ambiguïté. Et la plupart du temps, vous ne savez absolument rien de ce que vous dites, mais c'est une façon d'être là pour l'autre. Et ce n'est pas faux, hein. La plupart du temps, on ne sait pas ce que l'on dit. Parce qu'on aurait un vouloir de dire des choses de manière complète, mais ça, on ne peut pas. C'est ce que Lacan dit dans le chapitre. Hein. Il dit, on ne peut pas faire surgir entièrement toute la vérité d'un sujet. C'est impossible. Et le sujet lui-même ne peut pas faire surgir toute sa vérité sur lui-même. Si vous essayez vous-même par introspection de faire surgir de vous-même tout ce qui est vous-même, vous n'y arriverez jamais. Vous allez devenir fou ou folle. C'est rigoureusement impossible. Hein. C'est rigoureusement impossible. Et donc, le peu que nous avons de langage, eh ben, ça nous sert pas tellement à dire toute notre vérité, parce que ça, on ne peut pas. Ça, on ne peut pas. Mais ça nous sert à être présent à l'autre. C'est pas idiot, hein? Ça nous sert. L'échange, ça nous sert à être présent à l'autre. Ça paraît banal comme ça, mais c'est pas banal du tout, hein? C'est pas banal du tout, hein? D'ailleurs, Boris Cyrulnik, il y a pas très longtemps, a repris un peu ce truc-là d'une certaine façon, hein? Il disait, Boris Cyrulnik, qui est quelqu'un de très intelligent, hein, Boris Cyrulnik, il disait, quand deux enfants sont ensemble et qu'ils se parlent, leur cerveau est allumé. Alors c'était une métaphore, bien sûr, hein, comme s'il y avait des ampoules dans le cerveau. Leur cerveau, à tous deux, est allumé. Et lorsque l'un des enfants s'en va, le cerveau de celui qui reste s'éteint. Voilà. Hein. Bien sûr, c'est métaphorique, mais c'est pas faux parce que ça, il l'a observé par la neurophysiologie. Hein. On a vu que des zones du cerveau étaient effectivement en activité très forte lors d'un échange comme ça dialectique entre deux enfants, et que lorsque un des enfants partait, il y avait une extinction mais très importante, quoi, hein, de l'activité cérébrale. Hein. Et donc, c'est ce que Lacan dit là, d'une certaine façon. Hein. Le langage, c'est être présent à l'autre. Donc, c'est assez beau, et c'était déjà, vous voyez, déjà une phrase presque de neurosciences, quoi, d'une certaine façon, à l'avance, quoi. Voilà, je vais vous quitter aujourd'hui parce qu'il est 25, hein, quand même. Hein. Donc, nous nous reverrons dans 15 jours. Hein. Dans 15 jours pour la 8e séance. Il y avait une autre personne qui m'avait demandé une attestation de formation permanente. Si la personne est là, viens la chercher. Je l'ai faite. Voilà, je vous remercie.